Boris a étudié en philosophie, en littérature, en langue française et en cinéma. Il aime avant tout analyser la bande dessinée, le cinéma et tout ce qui est au travers, la critique. Il fait des critiques sur ses blogs, Les Méconnus, Ma mère était une hipster, ou des articles dans des revues spécialisées comme le 24 Images et Trip. Il aime également donner plusieurs conférences sur le sujet comme Kick-Ass de Mark Hamill et Robocop 2 qui était excellent, je m'en souviens d'une couple d'années de ça, Merci. et la postmodernité. À toi, Boris. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Je regarde les gens en fond, je me demande comment ils vont faire pour regarder les images. Ah, super, super, super. Alors, je commence tout de suite. Malheureusement, je ne pourrais pas rester pour les autres conférences parce que je travaille à 11 heures, donc je m'excuse à l'avance, mais on va se jaser à 5 heures quand la journée va être finie puis que je vais avoir fini de travailler. Donc, c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder en lisant la bande dessinée que vous voyez là, Next Wave, que j'ai lu puis que j'ai trouvé quand même, c'est une parodie très, très niaiseuse du genre de super-héros. Puis je me suis demandé justement, c'était quoi les possibilités et les limites de la subversion de ce genre, de la parodie, de l'hommage, du pastiche, de la satire. Que je me sens un peu bizarre, là. Ah, ok, c'est parfait, merci. Ça, c'est l'une des couvertures de Next Wave qui a été publiée en même temps que la série, comme on appelle en anglais, Event, le plus populaire et le plus commercialement viable de Marvel, Civil War. Puis on voit des personnages de Next Wave qui font une manifestation en disant qu'ils s'en foutent de la guerre civile des Avengers. S'il vous plaît, aimez-nous. Et Mark Miller liche des chèvres. Mark Miller, c'est le scénariste de Civil War. Donc, moi, je voulais me baser justement sur l'exemple de Warren Ellis, qui est le scénariste de Next Wave, et de l'univers des super-héros. Pourquoi? Parce que The Big Two, c'est DC et Marvel. Cette image vraiment très surchargée et insupportable à lire est l'une des marques de commerce de ce genre de comics. Ça, c'est les doubles pages avec plein d'actions en même temps. En plus, il y a le personnage de Green Lantern qui dit « The more, the merrier », ce qui est évidemment un peu l'idée de base de ce genre d'action. Et Warren Ellis, c'est un scénariste de comic book qui a fait des comic books de super-héros. Il a été édité surtout par DC, Marvel, Image, puis d'autres, Avatar aussi, mais ses séries les plus connues, c'était dans DC, Marvel et Image. Et, petit détail amusant, il déteste les genres de super-héros. Ça, c'est une belle photo de lui et cette citation qui explique un peu ce qu'il pense du genre. C'est pas tellement qu'il déteste le genre de super-héros, c'est qu'il déteste le monopole que détient le genre, puis le fait qu'on ne peut pas naviguer en dehors de ce sous-genre-là. Donc, il va utiliser ce médium pour rire du genre et pour faire réfléchir ses lecteurs, et il le fait souvent sous le couvert de la parodie, de l'hommage. Donc, ses œuvres phares, Transmetropolitan, Planetary, une autre belle citation qui montre sa verve. I think I do suffer a backlash in terms of personal regard. It really doesn't affect the sales. Sales continue to go up, whatever I do, which, if anything, probably indicates that the comic fans who hate me the most are insincere swine and buy the shit anyway. Il a aussi écrit X-Men, Iron Man, Justice League, Ultimate Fantastic Four, Ghost Rider, etc. Alors, il a commencé pour des magazines et des éditeurs indépendants britanniques à partir des années 90 et il a commencé à collaborer en 94 pour Marvel. Le contexte dans lequel il a commencé à travailler pour les comics, je vais vous le résumer en 2-3 minutes. En gros, l'ambiance dominante des comics dans les années 80, c'était ce qu'on appelle le révisionnisme ou le déconstructivisme, qui est des comics que vous avez, si vous avez déjà lu des comics, sûrement lu Watchmen, Dark Knight Rises, caractérisés par le cynisme en réalisme psychologique des personnages. Souvent, c'est politisé. Et dans les années 90, c'est une tendance qui a connu beaucoup d'imitateurs et qui a connu un certain essoufflement. Et apparaît donc ce qu'on appelle le reconstructivisme, qui est un néologisme en français, mais je n'ai pas trouvé de bonne traduction pour reconstructivism, pardonnez-moi, qui a été lancé par la série Marvels.
qui est une série de Marvel. Marvel au sens premier du terme, donc merveille, émerveillement. Donc c'est une tendance qui essaie de retrouver le côté vraiment évasion des super-héros, avec beaucoup d'action, une certaine légèreté et pas beaucoup de développement de personnages. Donc, une tendance que Warren Ellis, qui aime beaucoup politiser ses contenus, n'apprécie pas beaucoup. Donc, Ruins est un comic que Warren Ellis a scénarisé et qui a été publié par Marvel, qui est une réponse à Marvels et qui a les mêmes personnages, mais qui se passe dans un univers parallèle où le protagoniste principal imagine un univers où tout ce qui est mal tourné aurait pu être beau et gentil. Donc, c'est comme si Marvels est la création d'un idéaliste qui n'est pas connecté avec son univers. L'univers de Ruins, c'est un univers où tout a mal tourné et tout est plus réaliste. La femme invisible est aveugle parce que la lumière ne se reflète pas sur ses rétines. Les Fantastic Four sont tous déformés par les radiations. Wolverine montre ses déformations osseuses dans un bar pour avoir de la bière et faire rire le propriétaire de bar. Je comprends toujours pas pourquoi Marvel a publié ça. Mais c'est un beau... en fait, c'est sous le couvert aussi du monde parallèle, mais la critique est claire. En 96, il se met à écrire pour Wildstorm, qui va être vendu à DC en 99. Et il écrit la série Stormwatch, qui est un univers de super-héros où l'action est minimisée. Le développement des personnages est le centre de la série. Il va ensuite scénariser le spin-off qui va s'appeler The Authority. En gros, ce qu'il dit par rapport à ça, Stormwatch I tried to do, I figured that if I was going to do a superhero book, I was going to do one that was as smart as I could make it, and quiet and low-key so the horror stood out more clearly. And nobody bothered. So we put together Stormwatch Volume 2. You know, I want to keep it smart, but we're going to try and make it a bit brighter and move faster. And then that didn't work either. So eventually I said, let's just throw out the clever stuff. We'll just have shit blowing up. And all of a sudden, I'm a star. Et c'est vrai, The Authority, c'est ce qui a mis sur la map Warren Ellis. Il est devenu vraiment connu, puis ça lui a permis d'avoir des contrats qui l'intéressaient plus aussi. Donc, c'est triste, mais The Authority, qui est beaucoup plus arrogant, beaucoup plus axé sur l'action, c'est... pas mal dans les choses les plus populaires commercialement. C'est ce qui a eu le plus de ventes dans ce qu'il a écrit encore aujourd'hui. La prochaine étape, Next Wave. It's people posing in the street for no good reason. It is people getting kicked and then exploding. It is a pure comic book, and I will fight anyone who says otherwise, and afterwards, they will explode. La belle image là, des cris Excitement Explosion, c'est le quatrième de couverture. Donc, on voit vraiment, c'est vraiment une parodie très cynique, très stupide volontairement du genre. Le résultat, c'est une distillation absolue du genre de super-héros selon les propres mots de Warren Ellis. Donc, la spécificité de Next Wave, puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça se situe dans l'univers de Marvel. Il utilise les personnages de Marvel de second ordre que tout le monde a oublié, comme Monica Rambeau, qui était Captain Marvel dans les années 80, Tabby, une ancienne X-Men, ainsi de suite. Le synopsis même de Next Wave évoque aussi les adaptations de Ellis. Next Wave, c'est une force tactique de super-héros à la solde de Hate, Highest Anti-Terrorism Effort. Et ils se rendent compte que Hate est subventionné par la Beyond Corporation, qui était autrefois le groupe terroriste Silent, S-I-L-E-N-T. On rit aussi des anagrammes ici. Donc, ils vont voler le vaisseau de Hate et ils vont partir une guérilla contre Hate. Donc, même le titre, Next Wave, Agents of Hate, fait pas beaucoup de sens. Puis c'est quelque chose qui va être repris dans le comic, puis il va avoir des questions de récapitulatif, ils vont dire « Ouais, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle Agent of Hate s'ils se battent contre Hate tout le long? » Prochaine question. Une bande dessinée qui prend ouvertement son lecteur pour un imbécile. Ça, c'est Dirk Anger, qui est évidemment une parodie de Nick Fury.
On le voit ici, c'est extrêmement violent, misogyne, suicidaire aussi. En bas, vous le voyez en train de vouloir se suicider avec un gun géant. Et en haut, il utilise un gros téléphone. Puis, à chaque fois qu'on va le voir, il va tenter de se suicider, puis finalement, il va en être empêché par sa secrétaire. Ce que je vous montre là, c'est les indications, différentes indications au lecteur qu'ils prennent vraiment pour un imbécile. En bas, le vaisseau spatial, il y a une bulle qui dit « The following dialogue is coming from inside the thing which is bigger on the inside than it is on the outside. Thank you. » En haut, c'est une grosse scène d'action avec le logo de Next Wave. Et le logo de Next Wave va apparaître souvent. Il va y avoir il va interrompre l'action et il va y avoir des slogans comme Blatantly wasting your money since 2006. Next Wave, when America can only be saved by killing a buttload of monsters. Et celui-là que vous voyez ici, selling you a huge crazy mutant cop menacing an attractive young woman and calling it fun. Il va aussi ridiculiser les marques de commerce du genre comme l'action, les multiples personnages batailles de copyright, comme le personnage du Captain qui avant s'appelait Captain Universe, mais ce nom était déjà pris, fait qu'il a changé pour Captain Marvel, puis finalement il y a une crise d'identité, puis il s'appelle maintenant juste The Captain, puis tout le monde l'appelle The Captain. Il y a aussi ridiculiser les variant covers, qui est une tendance dans les comics. On va faire des couvertures différentes pour que les collectionneurs fous achètent toutes les couvertures possibles. Et là, c'est ce que vous voyez, Crayons. C'est le Crayon Butchery Variant Edition, donc une édition en Crayola. Et à droite, j'ai mis ça parce que je voulais illustrer aussi. Il y a plusieurs couvertures qui reprennent des œuvres d'art célèbres pour aucune bonne raison. C'est totalement gratuit. Il n'y a aucune référence dans l'histoire à ces œuvres-là. Donc là, on voit la Grande Vague de Kanagawa. Et c'est aussi un peu, on fait un clin d'œil par rapport à tendance au comic book, à la prétention du grand art du comic book. Puis souvent, on va lancer les idées de mythologie. Fait que c'est un peu ça l'idée. Et ça, c'est un petit retour à la première image que je vous ai montrée, donc les doubles pages pleines d'action. Il y en a une série à la fin, puis c'est des scènes d'action qui font absolument aucun sens. Donc là, on voit des espèces de ninjas tout nus avec des masques et des nunchakus, des nains avec des têtes de Iron Man, des pirates de l'espace, des têtes d'Elvis géantes. Des mutants de Stephen Hawking en chaise roulante. Et ma préférée, en sang géant avec un masque de Wolverine et des Snakes on the Plane. Et ça, c'est en passant des monstres qui n'ont jamais été introduits dans la série avant. C'est totalement gratuit. Et les images que je vous montre là sont vraiment montrées l'une après l'autre, après l'autre. Il y en a comme 5-6. Puis c'est vraiment pour montrer la saturation aussi de ce genre de scène d'action qui perd finalement de tout sens puis qui ne sont pas lisibles. Mais je ferais quand même remarquer que ces doubles pages-là sont plus lisibles que celles que je vous ai montrées au début de la conférence. Il reste combien de temps? 8 minutes? 7 minutes, ça va. On va aussi avoir une utilisation ludique du paratexte qui habituellement n'est pas lu par la majorité des lecteurs, comme le courrier des lecteurs et le récapitulatif des épisodes précédents. Donc, le courrier des lecteurs, c'est une machine, une intelligence artificielle qui répond aux questions, puis les questions sont totalement inventées. Le courrier des lecteurs de la première issue, ce qui est généralement impossible parce que personne qui répond avant d'avoir lu le premier numéro. On apprend qu'on a envoyé le comic dans le temps, puis à Genghis Khan, puis à Gutenberg, puis ils réagissent à ça. Puis il va y avoir une histoire aussi qui va être de fil en aiguille. On va apprendre que l'intelligence artificielle qui répond au courriel a un problème existentiel parce qu'il a appris qu'il va se faire remplacer par une intelligence artificielle à répondre au courrier qui est plus avancé. Il y a toute une histoire qui va être dans le courrier des lecteurs qu'on peut vraiment passer à côté parce que c'est quelque chose que la majorité ne lise pas. Deuxième exemple sur lequel, ça aussi, avant de finir,
Next Wave reprend aussi des personnages connus de Marvel, juste à certains moments. Comme là, à gauche, on voit l'ancienne Captain Marvel qui, en flashback, puis qui dit Captain America, It's the gamma-activated ball man from beyond the 90th perimeter and they're naked. Puis Captain America qui répond Couvre-toi les yeux, va dans la maison des Avengers et fais mon souper. C'est un personnage en passant des années 80, donc c'était très misogyne à l'époque. Puis ça l'est encore, c'est un média qui est très, très misogyne. Puis c'est une critique de ça. Et à côté, on voit Fin Fang Foom, qui est un monstre assez connu de Marvel, un espèce de dragon mythique chinois, un ancien dragon. Mais là, il a changé son origine. Son origine, c'est que c'est un lézard qui s'est accouplé avec une bombe atomique. Et vous remarquerez aussi qu'il y a des beaux shorts mauves, qui est évidemment une blague par rapport à Hulk, dont les pantalons ne se déchirent jamais, peu importe la taille qu'il prend. L'exemple de Planetary, qui est une série qui a commencé en 99. Merci. Désolé pour la longue citation, mais je vais la lire parce que ça vaut la peine. I'm talking about a world in the superhero genre whose only known heroes for the most part are sourced in conspiracy theory and hallucinated alien stories. What if underneath all that there was an entire classic old superhero world? What if there was huge Jack Kirby temples underground built by old gods or new, and ghostly cowboys riding the highways of the West for justice, and super spies in 80s suits, and 360 degrees vision shades fighting cold wars in the dark, and strange laughing killers kept in old Lovecraftian asylums? What if you had 100 years of superhero history just slowly leaking out into this young and modern superhero world of the Wildstorm universe? What if you could take everything old and make it new again? Ça, c'est le pitch. Puis ça aussi, c'est le pitch de Planetary que Warren Ellis a fait à Wildstorm, qui a été à l'époque une subdivision de DC. Et c'est une autre citation quand même assez longue que je ne lirai pas au complet, mais en gros, je vais lire une partie où il dit que c'est très important que les covers changent de numéro en numéro. Each cover will be put together according to its own distinct plan, which I'll write and otherwise put on about. The logo will be moved, altered, shrunk, ghosted, warped, and sometimes even removed completely according to each cover's goals. L'idée, c'est que, dépendamment de ce qui se passe dans l'histoire, il va avoir une couverture différente. If we do an issue set in Hong Kong, the cover will look like a still from a Hong Kong movie. If we do an issue in Japan, they will look like the cover of a manga magazine. Puis l'idée, c'est que chaque numéro se passe dans un sous-genre différent, mais toutes les histoires sont quand même liées. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier numéro, c'est la couverture de gauche. C'est une couverture très banale de super-héros avec les personnages qui tiennent dans une pose. C'est pour commencer la série. Le deuxième numéro, on commence déjà avec l'hommage au film de monstres géants japonais. Vous avez Tarzan à l'extrême droite. Et à gauche, vous avez le cover de Planetary. À droite, j'ai montré comme exemple le cover auquel il fait hommage dans Hellblazer. Donc, dans ce numéro-là, les personnages vont rencontrer un détective de l'étrange britannique qui est comme John Constantine. Donc, c'est pas juste une question d'intertextualité ludique. C'est intégré aux histoires de Planetary. Chaque numéro amène les protagonistes dans un sous-genre différent. Puis, c'est quoi le concept? C'est que le protagoniste, Elijah Shaw, se fait recruter par le regroupement Planetary pour partager sa mémoire de l'histoire secrète du 20e siècle. Il est né le 1er janvier 1900. Il a hanté tout le 20e siècle. Il a agi très, très lentement. Et son rôle en tant qu'enfant du siècle est de protéger son histoire secrète. Donc, ce regroupement-là de 3 personnes, malgré le pouvoir de super-héros, le rôle n'est pas de sauver la Terre d'une menace extraterrestre, c'est de recueillir de l'information sur les merveilles cachées du monde. Ce sont les archéologues du mystère. Je vais parler un peu de la physique particulière de Planetary parce que c'est en gros
Ce qui explique aussi leur univers, c'est que dès le premier numéro, il explique le concept de multivers, qui est un concept quand même assez connu en DC et Marvel, où des terres parallèles différentes mettent en scène différents types de personnages, différentes allitérations du personnage. Ici, c'est plutôt une multitude d'alternatives possibles, aucune d'elles vraiment réelle, chacune d'elles contribuant à la réalité. Ce qui fait un peu penser à ce qu'est la fiction. Puis là, je vais vous lire la citation. There's a theory that the universe underpinning is information, not matter and energy. Matter and energy move in volume, but the informational capacity of the universe has been found to rely only on the surface area. That means that the universe is two-dimensional. Matter, energy, time, you, me, and the floor are holograms. Everything in volume is an expression of a two-dimensional plane of information. Plus loin, on dira, in the long run, we are all three-dimensional side effects of a two-dimensional universe existing in a multidimensional stack. Et le personnage dira d'un autre personnage, he could be living in other stories now, slipping between the turn of pages. Donc, l'univers de Planetary se passe littéralement dans l'univers fictif du 20e siècle. Donc, Planetary, le comic, et Planetary, l'organisation fictive, ont le même rôle, découvrir et protéger l'histoire secrète du 20e siècle. Cette histoire-là, c'est la culture populaire et la fiction de genre. En gros, on peut avoir l'impression, c'est la première impression qu'on a, c'est que c'est un hommage aux comics de super-héros, et à tous les gens qui l'ont influencé. Mais sous le couvert de la satire, en fait, et du pastiche, Ellis va taquiner le genre de super-héros. La place des super-héros dans l'histoire, il y a 2 instances où on va rencontrer des personnages de super-héros qui sont reconnaissables. À gauche, on voit la cape, qui ressemble à une cape de Superman, la lanterne de Green Lantern et les bracelets de Wonder Woman. Et c'est des personnages qui sont introduits au début du numéro puis qui vont être tués off-screen à la fin. Et la deuxième instance, c'est l'histoire des antagonistes principaux de l'histoire qui sont les 4 de Thor, qui ont la même origine que les Fantastic Four. Ils ont rencontré une anomalie dans les années 60 pendant un voyage spatial. Ça leur a donné des pouvoirs surnaturels. Et ils sont rentrés dans une dimension parallèle où ils ont rencontré une dimension parallèle où la Terre, c'est ce que vous voyez là, une espèce de grosse machine dégueulasse, où tous les humains sont des super-héros éternels, surpuissants. Et voilà ce que ça donne. Un des personnages l'appelle Toilet on Fire Earth. Donc, la Terre, toilette en feu. Puis ces 4-là ont vendu l'espèce humaine en échange de leur pouvoir. Donc, c'est littéralement des vendus. Juste encore mentionner ça c'est un univers parallèle que le personnage principal découvre où tout l'univers a été décimé pour que les 4 mettent des artefacts puissants et des armes pour qu'ils puissent les stocker. Et on voit les ossements sur lesquels ils ont fait ça. Donc, on parle là de aussi ce que Iñárritu a appelé le génocide culturel des super-héros après Planetary, mais c'est une belle image. En guise de conclusion, je dirais que le pouvoir subversif de ce genre d'histoire c'est toujours un peu limité. C'est sûr que Warren Ellis ne fera pas imploser l'industrie du comic. Mais quand un lecteur voit une belle jeune fille rousse se faire poursuivre par un mutant géant et qui voit en dessous, on est en train de te faire passer ça pour du fun, ça se peut qu'il se pose des questions. Et quand quelqu'un voit une histoire qui pense à une histoire d'hommage aux super-héros, puis il découvre plein d'autres genres qu'il ne connaissait peut-être pas, ça peut peut-être l'amener ailleurs. Donc, je pense qu'il y a quand même une tentative d'aiguiser l'esprit critique qui est ici sous le couvert de ce genre de pastiche, mais je trouve ça admirable qu'ils essaient de le faire sous le nez de Marvel et de DC. Merci. Merci, Boris.